Bonjour et bienvenue. C'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous quelques notions de base pour le calcul du RWA. Dans cette présentation, j'ai essayé de présenter des, euh, des notions élémentaires et de m'éloigner un petit peu de tout ce qui est modélisation statistique et mathématique. Comme ça, vous aurez tous les éléments et toutes les composantes qui permettent de calculer le RWA. Et vous allez comprendre quand vous voyez, par exemple, le RWA de risque de crédit calculé, vous allez comprendre toutes les étapes. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, je vous prie de les poser parce que c'est un moment d'échange et d'apprentissage pour nous tous. Alors, je vous propose le sommaire suivant. On va commencer par la définition du risque de crédit, puis une introduction générale baloise et la définition du RWA, puis on va entamer la définition des différentes métriques du risque de crédit. Et le calcul du RW, c'est l'exigence de fonds propres. Et à la fin, on va donner quelques conseils pour l'optimisation du RWA du risque de crédit. Concernant la définition du risque de crédit, il s'agit du risque de perte financière qu'une institution financière, comme une banque, pourrait encourir en raison du non-remboursement ou du défaut de paiement d'un emprunteur ou d'un débiteur. Ce risque inclut non seulement les prêts et les crédits accordés par la banque, mais aussi d'autres formes d'engagement financier telles que les garanties, les lettres de crédit et les instruments financiers dérivés. Pour l'historique bâlois, alors le BAL 1 a commencé en 1998 et il a introduit le premier ratio qui calculait l'exigence en fonds propres, c'était le ratio Cook ratio. C'était les fonds propres sur les risques de pondérés. Mais à cette époque-là, on prenait en considération que le risque de crédit. On a commencé à prendre en considération le risque de marché qu'à partir de 1996. En 2007, BAL2 a ajouté aux exigences aux fonds propres le risque, notamment, et il a ajouté plus d'exigences en termes de titrisation et de risque de marché. Il a aussi renforcé le rôle de surveillance et les autorités de supervision et les obligations accrues. Il a exigé que les banques doivent publier leurs fonds propres et les différentes méthodes d'évaluation des risques. En 2014, on a commencé à appliquer le BAL 3 et qui est venu pour renforcer la qualité et la quantité des fonds propres en ajoutant en matière de risque, en matière d'exigence opérationnelle, le risque de contrepartie. Il a ajouté aussi plus d'exigences en fonds propres pour les banques systémiques parce qu'elles jouent un rôle important dans le maintien de la stabilité financière dans un pays. Et il a introduit deux ratios de liquidité, à savoir le ratio de levier et le ratio de liquidité, le ratio LCR. Alors, les trois piliers du risque, les trois piliers de BEL 3, le premier pilier, c'est le calcul de l'exigence minimale de fonds propres. C'est sur les principaux risques. Il est calculé, c'est ça la formule de calcul, c'est les fonds propres sur le RWA, c'est le Risk Weighted Asset, des trois risques, le risque de crédit, le risque market risk, le risque de marché, et operational risk, qui est le risque opérationnel. Ce ratio doit être supérieur ou égal à 10,5%. Alors, la présentation d'aujourd'hui va attaquer que le risque de crédit. Et j'ai déjà fait une présentation, un speed learning concernant le risque opérationnel. Vous trouverez la documentation dans le SharePoint, j'imagine, et où j'ai présenté toutes les méthodes pour le calcul du RWA de risque opérationnel.
Pour le pilier 2, c'est la supervision prudentielle à travers des échanges soutenus entre la banque et la supervision, bien sûr. Et le pilier 3, c'est l'obligation de publication des informations sur les risques des fonds propres et la liquidité. Alors, le RWA, c'est le Risk Weighted Asset, ou bien en français, c'est l'actif pondéré en fonction des risques. Il représente la quantité d'actifs qu'une banque ou une institution financière doit détenir en capital réglementaire pour couvrir le risque de crédit associé à son portefeuille de prêts et d'investissement. Pour le calcul du RWA de risque de crédit, le régulateur propose deux approches, à savoir l'approche standard qui est réglementaire et forfaitaire, et l'approche IRB qui est basée sur la modélisation, sur la notation interne. C'est Internal Rating Based, et elle aussi, elle contient deux types d'approches. C'est l'approche IRBA, c'est l'approche avancée, et l'approche IRBF qui est l'approche fondamentale. La formule du RWA, c'est RW, c'est le ratio du RW multiplié par le AD. Ces approches-là, on les utilise pour déterminer le ratio RW. Et pour le AD, on le détermine comme suit. Alors, le AD, c'est l'exposure at defaults ou l'exposition au moment de défaut. Il représente le montant total exposé à un emprunteur ou à une contrepartie au moment où cette contrepartie entre en défaut. Alors, il y a deux types d'exposition. Il y a l'exposition qui est classée dans le bilan, et le AD est calculé comme suit. C'est le AD égale le capital restant dû moins les provisions. Et la partie de l'exposition qui est calculée dans le hors bilan, c'est des engagements en général, des engagements non tirés. Et et elles sont multipliées par le CCF. C'est quoi un CCF? Le CCF, c'est le Credit Conversion Factor, c'est le facteur de conversion de risque. Il représente la proportion de l'engagement de crédit d'une banque ou d'une institution financière qui est susceptible d'être utilisée ou tirée au moment où une contrepartie entre en défaut. Il est exprimé en pourcentage, c'est un ratio bien sûr. Il prend les valeurs suivantes, 0%, 20%, 40%, 50% et 100%. Juste pour information, dans la réglementation CR3, ils ont supprimé la pondération 0%. Bien sûr, ils ont donné une période transitoire pour les banques, et ils l'ont vraiment limité pour une catégorie bien spécifique des engagements. Du coup, à partir de 2029, il n'y aura plus le pourcentage 0%. Et le CCF varie en fonction des divers facteurs, notamment le type de produit, le type de contrepartie et les conditions contractuelles spécifiques. Le CCF est plus élevé pour les engagements non tirés et non utilisés, car il représente une exposition potentiellement plus importante au risque de crédit. À titre d'exemple, un CCF de 100% est appliqué pour les engagements constituant des substituts de crédit, les garanties, les dérivés de crédit. Et il est plus faible pour les engagements sans condition ni préavis. Alors, c'est ça le calcul de CCF, il est réglementaire. Il y a l'article, j'ai mentionné ici l'article réglementaire dans CRR, c'est l'article 111 où vous pouvez trouver tous les ratios et les conditions les conditions d'utilisation. Et, et après, il sert à calculer le AD des expositions du hors bilan, tout ça pour calculer le AD. Comme j'ai dit, ici, le RW, c'est le RW fois le AD. Maintenant, on va s'intéresser au ratio RW. C'est là où où on utilise les deux approches, l'approche standard et l'approche IRB. On va commencer par l'approche. Tout d'abord, on va commencer par les métriques qui servent à calculer qui entrent dans le calcul du RW. Il y a trois métriques du risque de crédit
qui sont la maturité effective, effective maturity, et la LGD, et la probabilité de défaut. La maturité effective, elle représente la durée réelle d'un investissement ou d'un passif. C'est une pondération de la maturité résiduelle de l'opération par les flux de trésorerie. On verra par la suite la formule de calcul de la maturité effective. Comme ça, vous verrez la pondération des flux de trésorerie sur la période à partir de la date d'arrêté. La LGD, elle représente la perte économique potentielle que subirait un créancier ou une institution financière en cas de défaut d'un emprunteur ou d'une contrepartie. Et la PD, elle évolue la probabilité qu'un emprunteur ou une contrepartie ne puisse pas rembourser ses dettes ou honorer tout simplement ses obligations financières. Alors, on commence par l'approche standard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et de m'arrêter, comme ça on discute tout au long de la présentation. Alors, pour l'approche standard, c'est une approche à titre de risque de crédit, c'est une méthode réglementaire qui repose sur des règles prédéfinies pour évaluer le risque de crédit d'une banque en fonction de plusieurs critères. Elle utilise des coefficients de pondération standard et en fonction des risques s'appliquant à l'exposition. Parmi les critères de détermination du RW adéquat à une exposition, on peut citer la catégorie réglementaire de la contrepartie, les pays de la devise de la contrepartie, l'appartenance de l'Union européenne, la maturité, etc. Il y a je peux mettre les autres articles, mais dans la réglementation CRR, vous trouverez des articles où le risk weight est déjà prédéfini. Par exemple, ici, pour le corporate, pour les entreprises d'investissement, il y a les différents risk weights pour différentes catégories. Et ça existe pour tout type de contrepartie dans la réglementation. Alors, les avantages de l'approche standard, c'est la simplicité et sa facilité d'application, ce qui la rend appropriée pour de nombreuses petites banques et institutions financières qui n'ont pas de ressources pour mettre en œuvre des modèles de notation interne. Et les inconvénients, elle peut ne pas toujours refléter de manière précise le risque de crédit spécifique d'une banque et car elle utilise des pondérations fixes pour les catégories d'actifs. Et pour moi, l'inconvénient majeur de cette approche, c'est qu'elle bouffe des fonds propres. C'est une approche très coûteuse en termes de fonds propres. Alors, l'approche IRB, elle repose sur l'utilisation de modèles internes développés par les banques pour noter les emprunteurs et les faciliter, contrairement à l'approche standard qui utilise des coefficients de pondération de crédit fixe. L'IRB permet aux banques de créer leur propre modèle de notation interne pour évaluer la qualité de crédit de son portefeuille. Ces modèles internes tiennent en compte des facteurs tels que la probabilité de défaut, la LGD, le AD, la maturité, l'effective maturity, c'est la maturité effective, et d'autres caractéristiques spécifiques au portefeuille. Et pour certains actifs souverains, établissements ou non significatifs, il est possible d'utiliser parallèlement plusieurs approches, à savoir l'approche standard et l'approche IRB. Mais ça doit être autorisé et permis et contrôlé par les autorités compétentes. Alors, les valeurs des métriques de risque dans l'approche IRBF, pour l'effective maturity, elle est fixée forfaitairement à 2,5 ans et 5 ans pour les opérations de pension et de prêt emprunt de titre.
La LGD, elle est fixée aussi forfaitairement. Elle prend deux valeurs, 45% pour les expositions non couvertes et 75% pour les subordonnées. Et la probabilité de défaut, elle est basée sur des modèles internes développés par les banques. Dans le cas de l'IRBA, l'effective maturity, c'est le résultat d'une pondération de la maturité résiduelle de l'opération par les flux de trésorerie associés, tels que les remboursements de capital et les paiements d'intérêts, bien sûr. Elle est florée à 1 an et capée à 5 ans, comme vous voyez dans la formule. La formule, elle est dans l'article 162 du CRR. Et dans la formule, CFT signifie les flux de trésorerie que le débiteur doit payer durant la période T. Euh, et la LGD, on peut utiliser les valeurs forfaitaires comme on peut utiliser la modélisation interne de la banque. Il existe plusieurs types de modélisation et elles diffèrent d'un produit à l'autre. Alors, pour la modélisation de l'APD, on utilise un concept qui est très important dans la modélisation de l'APD, c'est le taux de défaut. Le taux de défaut, c'est le nombre de défauts sur une année divisé par le nombre de prêts en cours pour une note ou un lot. La détermination de la PD dans le cadre de l'IRBA repose sur l'utilisation de modèles de notation interne développés par les banques. Du coup, on commence par le développement de modèles de notation, puis on passe à la collecte de données. Et après, on réalise la modélisation statistique. Il y a plusieurs méthodes de modélisation, que ce soit l'analyse de régression, l'analyse discriminante et d'autres modélisations prédictives qui servent justement à déterminer l'APD, que ce soit à 1 year ou bien jusqu'à maturité d'instruments financiers. Et après, on passe à la validation du modèle en interne, bien sûr, en testant notre modèle et en externe par les autorités réglementaires. Après, pour optimiser, pour réduire le RWA, on alloue des sûretés. Il y a deux types de sûretés. Il y a des collatéraux et des garanties. Le collatéral, il fait référence à un actif ou un bien concret mis en gage pour garantir le remboursement d'une dette ou d'une obligation pendant la durée de la dette. En cas de non-remboursement, le créancier a le droit de saisir ou de vendre le collatéral pour récupérer les fonds dus. Par exemple, un prêt hypothécaire est généralement garanti par le bien immobilier qui sert de collatéral. En d'autres termes, le collatéral est un actif tangible qui sécurise une dette, que ce soit le cash, l'or, des actions cotées aussi, etc. Une garantie est une promesse ou un engagement financier qui assure le remboursement d'une dette au cas où l'emprunteur ne peut pas ou ne veut pas rembourser. Contrairement au collatéral, la garantie est une obligation personnelle ou un engagement de tiers qui n'implique pas nécessairement un bien concret. Par exemple, une personne peut garantir un prêt personnel ou promettant de rembourser la dette si l'emprunteur principal ne le fait pas. Et il y a plusieurs critères d'éligibilité de ces sûretés. Elles doivent être directes, explicites, irrévocables et juridiquement valables. Après, on attaque le calcul du RW, le ratio RW, et on utilise une fonction de pondération. Alors, les facteurs de risque sont des entrées, des inputs dans la fonction de pondération, et le résultat, l'output, c'est le risque pondéré.
Alors comme j'ai mis ici ce schéma pour, synthétiser, le calcul du du ratio RW, on calcule tous les métriques du risque de crédit, le AD, la PD, la LGD et la maturity. Et après, on calcule le RW à l'aide de cette fonction. Ça s'appelle la fonction de pondération, là où on utilise la loi normale et l'inversé de la loi normale, pour, justement calculer le RW et finalement le RWA, c'est le RW fois le AD. Alors, hem pour finir, il y a quelques méthodes pour, l'optimisation du RWA, du risque de crédit. Hem, c'est, l'amélioration de la qualité de portefeuille de crédit, la diversification du portefeuille, l'optimisation des garanties ou du collatéral, l'utilisation d'outils, de notation interne et la surveillance, active du risque de crédit et l'optimisation des instruments financiers. Et c'est tout. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.